Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, boursier. Nous sommes le mercredi 30 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des habillages de bilan de fin de mois, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Amis italiens, votez ce que vous voulez. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Oui, on commence à voir fleurir des théories, comme quoi, quel que soit le vote des Italiens le dimanche, ça n'aura aucun impact sur les marchés. Ah, si c'est oui, bah, tant mieux, c'est un plébiscite pour Matteo Renzi, c'est une réforme constitutionnelle qui permettra d'économiser un petit peu d'argent sur le fonctionnement du Parlement italien. Et si les Italiens votent non, ah bah c'est déjà dans les cours, figurez-vous. Oui, c'est déjà dans les cours, voilà. Il suffit de l'admettre tel que. Et si jamais effectivement M. Renzi démissionne, ça ne changera rien, puisque derrière, on mettra en place un gouvernement technocratique. Oui, si le mouvement 5 étoiles remporte la victoire, aucune importance. Il n'aura pas le pouvoir. On s'arrangera d'ailleurs pour le lui soustraire en modifiant par exemple la loi électorale et en faisant en sorte que ce ne soit pas la proportionnelle qui permette de déterminer qui est la principale force politique, mais de continuer avec la formule qui consiste, comme en France, à ne retenir que des champions au deuxième tour. Et dans ces conditions, le groupe 5 étoiles n'a aucune chance d'avoir plein de députés à l'Assemblée italienne. Bref, la démocratie n'a aucune importance. Et M. Juncker l'a d'ailleurs rappelé en début de semaine, expliquant qu'il fallait arrêter de faire des référendums. Alors après le Brexit, évidemment, la leçon était cuisante. Le non à la réforme constitutionnelle de M. Matteo Renzi, eh bien, ça pourrait quand même être un petit tournant politique et eurosceptique en Europe. Pourquoi? Tout simplement parce que si le mouvement 5 étoiles ne se faisait pas voler la victoire, eh bien, son leader ferait organiser un référendum, alors un nouveau référendum, sur le maintien ou non de l'Italie dans l'euro. Mais y a-t-il besoin de faire un référendum quand le pays est lesté d'un encours de créances douteuses de 17%, ce dont nous parlions déjà la veille? En fait, depuis 8 ans, on ne fait que repousser en permanence la résolution du problème. Pourquoi devrait-on s'y atteler là maintenant à partir du 4 décembre? Pourquoi ne pas repousser jusqu'à 2020, 2025 comme on sait si bien le faire? Et pendant ce temps-là, la BCE rachètera de la dette italienne s'il le faut pour empêcher que les rendements ne s'envolent au-delà des 2,20 qu'ils ont déjà atteints et qui constituent donc un surcroît de 100 points de base sur la dette italienne en l'espace d'un mois. Et 100 points de mieux sur la dette italienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement 1,4 points de PIB consacrés au remboursement de la dette. L'Italie qui ne fera même pas 1% de croissance cette année ou l'année prochaine. D'ailleurs, Standard & Poor's vient également de réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour l'eurozone pour 2017 et 2018. Ça donnerait 1,4 l'année prochaine, malgré la prolongation du QE de la BCE jusqu'à la fin de l'année, et ça c'est Standard & Poor's qui le dit, et en 2018 ce sera encore plus consternant, seulement 1,3% de croissance. Heureusement, il y a l'OCDE qui prévoit 1,7 en 2017, comme ça, ça rime. Mais est-ce que 1,7% de croissance, ça crée de l'emploi en Europe? Rien n'est moins sûr. Mais les marchés, eux, se fichent complètement que l'économie crée ou non de l'emploi. Ce qui compte, c'est que la BCE continue d'injecter. Et elle serait d'autant plus encline à le faire que la situation en Italie pourrait paraître tendue. Alors dommage pour les Italiens, mais tant mieux pour tous les autres qui vont continuer de voir affluer de l'argent extraite de l'air ambiant. Alors la question maintenant c'est, faut-il s'intéresser alors, si la BCE continue d'injecter massivement et que les États-Unis créent massivement de la dette, c'est de l'argent en plus,
Et même si on augmente sa rémunération, c'est quand même pas ça qui peut vous protéger vraiment contre l'érosion monétaire. D'ailleurs, en Europe, on va créer de l'argent, mais on n'envisage surtout pas de monter les taux. Donc vous voyez, là, l'équation, elle est tout à fait favorable à l'or. Mais pour l'instant, l'incertitude indienne reste un des soucis majeurs. Y aura-t-il embargo ou pas sur les importations d'or indien? Nous n'aurons probablement pas la réponse avant la fin de l'année. Alors l'autre façon de jouer le secteur de l'or, sans prendre immédiatement un risque d'acheter le physique à un niveau qui est quand même assez ambigu, parce que 1175 c'est rien, on est en dessous du support des 1210, on n'est pas encore sur la zone de soutien potentiel des 1150, on est entre deux. En revanche, les mines d'or, elles, pourraient tirer leur épingle du jeu. Les matières premières ont entamé un spectaculaire rebond cette année, et finalement, les seuls qui n'en ont pas encore profité, ce sont les mines d'or. Comme en plus, nous doutons que le pétrole s'envole après les accords de Vienne aujourd'hui, parce que 600 000 barils de moins par jour, c'est rien du tout. L'Iran aura comblé ce gap d'ici la fin de l'année, sans parler de M. Trump qui encourage le forage de nouveaux puits dans les gisements de schiste. On a découvert d'immenses au Texas. Donc, il nous étonnerait que le pétrole remonte au-delà des 50. Or, ça coûte très cher d'extraire du métal précieux de la roche, il faut la concasser, il faut la traiter, ça demande beaucoup d'énergie. Et si l'énergie reste bon marché, et que, malgré tout, on commence à envisager que beaucoup d'argent sera imprimé avec M. Trump, a priori, on devrait commencer à s'intéresser aux mines d'or qui ont tellement de retard aujourd'hui par rapport au secteur des minières dites au sens large.